Bonjour, bienvenue dans le journal du forage en direct d'Intermat sur le stand du groupe Eurofort. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux personnages. Vous êtes messieurs deux personnages, chacun dans son style et dans sa profession. Monsieur Alexandre Gérard, vous êtes le PDG de Chronoflex. Je vais vous laisser la possibilité de présenter Chronoflex tantôt. Et Monsieur Thierry Fournier, qui s'occupe d'un fonds d'investissement et qui fait aussi, la déontologie m'oblige à le préciser, partie du board du groupe Eurofort. Alors on commence par vous, Monsieur Alexandre Gérard. Chronoflex, entreprise libérée et, me dit-on, libertine. Vous êtes taquin. Vous êtes taquin. En fait, Chronoflex, effectivement, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site depuis une vingtaine d'années. On va fêter bientôt nos 20 ans là. Qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Innovon. Oui. Et ça fait 300 personnes. On a 7 activités. Et effectivement, on essaye de marcher sur ce chemin, le chemin qu'on appelle celui des entreprises libérées. Voilà. Alors, et l'entreprise libérée fait l'objet de nombreux reportages et de nombreux articles dans la presse et bien même au-delà. La presse, c'est un sujet qui irrigue le champ intellectuel. Comment vous y êtes venu ? En fait, c'est l'histoire de notre entreprise. Chronoflex se développe assez rapidement pendant une dizaine d'années. On est foudroyé par la crise de 2009 qui nous met le genou par terre. Là, il faut licencier des gens, c'est compliqué, mais on est obligé d'ajuster la taille de l'entreprise et ça nous laisse une espèce de goût dans la bouche qui va rester pendant des années et qui n'est pas facile à vivre. Et donc là, ça va être un terreau fertile pour pouvoir se réinventer. On va rencontrer deux personnes qui vont changer notre vision de l'entreprise. Jean-François Zobrist, le patron emblématique de la fonderie Favi, en Picardie, et puis Isaac Goetz, le co-auteur de Liberté et compagnie. Et grâce à ces deux personnages, en fait, on a une vision de l'entreprise, de la philosophie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elles vous apportent ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Qu'est-ce qu'elles font concrètement pour changer cette vision ? En fait, je découvre le modèle Favi, la façon dont fonctionne Favi, et puis je découvre plus précisément les préceptes ou les invariants qu'on va retrouver dans toutes ces entreprises. Parce que même si l'entreprise libérée est un anti-modèle, puisqu'il n'y a pas deux entreprises qui fonctionnent pareil, eh bien, on va retrouver les invariants, des ingrédients de la soupe vont être à peu près les mêmes dans chacune des entreprises. Et c'est ça qu'étudie Isaac dans son bouquin Liberté et compagnie. Voilà. Alors, je reviens vers vous tantôt pour creuser un petit peu plus loin autour de Chronoflex, autour des 7 entités, parce qu'il y a Chronoflex, mais il y a le groupe derrière, et puis il y a le pôle communication. Vous avez des approches assez originales, on aura le temps d'en parler tout au long de cette émission. Je me retourne vers Monsieur Fournier. Vous travaillez pour un fonds d'investissement. Il a certainement un nom, ou c'est un fonds un peu caché, un peu ghost, un peu dark Non, c'est un fonds qui s'appelle Maxicap, c'est un fonds français, filiale des banques populaires. Bien. L'investissement en France a toujours été un petit peu compliqué pour les chefs d'entreprise. Vous êtes perçu un peu comme étant assez chiche, non ? Un petit peu, ouais. Oui. Non, en fait, pourquoi cette image ? Pourquoi est-ce que nous avons l'image d'un pays où on n'investit pas, ou très peu, où on ne prend pas du tout de risques ? Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, parce que les fonds d'investissement, justement, c'est des gens qui prennent des risques. Alors, une petite précision, en fait, moi, je travaille pour un fonds d'investissement, mais mon parcours, c'est d'être un manager. Donc, j'ai dirigé des entreprises, j'ai restructuré des entreprises, j'ai retourné des entreprises, et aujourd'hui, je travaille pour ce fonds au sein des entreprises de leur portefeuille pour aider les managers à améliorer la performance. Donc je suis un espèce de consultant interne, si vous voulez, au sein des entreprises. Oui. Donc mon profil, c'est plus un profil de manager, historiquement, qu'un profil d'investisseur. Alors du coup, mon rôle étant d'être un petit peu mauvaise langue, j'ai l'impression que vous n'investissez que quand vous avez le sentiment que vos visions et vos techniques de management seront appliquées. C'est ça le but, absolument. D'accord, absolument. Mais ça a un côté directif, tout ça. Ça a un côté directif, oui et non. Le but, c'est d'essayer d'apporter des idées nouvelles. Le but, c'est d'aider des managers à sortir de leur habitude, de leur carcan, et de les aider à faire grandir leur entreprise, et donc de créer de la valeur autour de leur entreprise. Le but du fonds d'investissement, c'est de créer de la valeur. Oui. Quand un fonds d'investissement investit dans une entreprise, que ce soit pour l'aider à se développer, pour acheter un concurrent,
Le but, c'est de créer de la valeur autour de l'entreprise. Voilà. Comment vous rencontrez Monsieur Alexandre Gérard, Chronoflex, Inovon et peut-être notre PDG Hervé Coad? Comment se fait la rencontre? Elle se fait autour d'hommes ou autour d'une histoire ou autour d'une méthode de management? Non, je pense qu'elle se fait autour des hommes. Je veux dire, l'histoire du management, chacun a la sienne, chacun est porteur de ses valeurs, de ses croyances et de sa meilleure vision de l'entreprise et de la manière de la gérer. Après, c'est une question de personnalité et on échange autour de nos visions respectives. D'accord. Vous avez un ticket, vous avez un CA déjà, minimum à partir duquel vous ne rentrez pas où vous rentrez ou comment ça se passe? En général, on regarde des entreprises qui vont faire à partir de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avant, vous ne regardez pas? Ça dépend le potentiel de croissance. Vous parlez de risque tout à l'heure. Si le potentiel de croissance... Vous n'auriez pas investi dans Twitter, par exemple, qui fait 0 € de chiffre d'affaires ou très peu. Oui, je ne suis pas persuadé qu'on aura investi dans Twitter. Voilà, absolument, je suis d'accord. Mais ça c'est différent parce que c'est des fonds d'investissement qui sont sur de l'amorçage. D'accord, En fait, le fonds d'investissement, il cible une certaine catégorie d'entreprises. Pour les entreprises qui démarrent, c'est des fonds qu'on appelle des fonds d'amorçage, des fonds de levée. Et ce n'est pas le même métier que celui que nous, on pratique sur une cible qu'on appelle du mid-cap. C'est-à-dire entre 50 et 300 millions. Qui permettent à l'entreprise de passer un cap et en termes d'effectifs et même de marché. Absolument. Et souvent, c'est la problématique de l'entreprise qui est franco-française, qui a envie de se développer à l'étranger, qui n'a pas les capacités aujourd'hui, parce que ça coûte très cher de faire une internationalisation réussie. Oui. Et donc, l'idée, c'est d'apporter des fonds pour justement permettre d'aller chercher rapidement de la croissance à l'étranger. Quelle est la première qualité que vous recommandez, que vous encouragez dans le management ou dans le manager, chez un manager? La clairvoyance. Voir les choses telles qu'elles sont. Parce que beaucoup de personnes que vous avez côtoyées ont tendance à ne pas... Absolument. Alors, donc vous êtes très attentif à... La manière dont les gens perçoivent l'évolution de leur marché autour d'eux et la manière d'y répondre. On va revenir tout à l'heure, en parlant d'investissement, on fera un point sur le contexte actuel, la baisse du prix du pétrole, l'injection monétaire de la BCE, l'inflation. Vous nous donnerez vos sentiments sur la situation et la température un petit peu des marchés. Je me retourne vers vous à nouveau, Monsieur Alexandre Gérard, Chronoflex, le groupe qui est Inovon. J'ai été frappé de constater que vous aviez une entité de communication, c'est-à-dire aujourd'hui une boîte de com, pour parler comme on dit dans le grand public, au sein du groupe adossé à Chronoflex qui lui distribue des flexibles. Ça peut paraître assez décalé pour une personne qui arrive comme ça et qui... On est un groupe mosaïque. Donc, Chronoflex, on en a parlé. Chronowatt, c'est du post-équipement électrique sur site. Chronolink, c'est une boîte digitale qui développe des logiciels qui permettent de gérer les flottes itinérantes avec des applis qu'on met sur les PDA ou les tablettes. Oui. Chronobox fabrique nos véhicules d'intervention. MargeUp est une boîte qui nous permet de faire les optimisations de tous les processus achats. Fruiz, notre agence de com, et puis Curieuse Histoire qui écrit des livres de famille. Donc à chaque fois que vous avez un besoin ou que vous avez une problématique, vous créez... Comment ça se passe? Vous créez une entreprise ou vous laissez vos collaborateurs? C'est la possibilité. Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'on a la vision globale du groupe, c'est la passion d'entreprendre différemment pour la réussite de notre client. Et on est une entreprise mosaïque, on est un groupe mosaïque, et on restera un groupe mosaïque. Ce qui est amusant, par exemple, chez nous, c'est qu'on a des processus qui permettent à tous ceux qui veulent de réfléchir à la création de nouveaux business au sein de l'écosystème du groupe. Ça s'appelle InLab chez nous, et tous les gens qui veulent proposer, n'importe qui dans la boîte, qui veut proposer un projet de création d'entreprise en disant tiens, moi je pense que ça c'est un truc. Une sorte de pépinière. Il vient, il propose ça devant un collectif en disant il défend un business plan. Exactement. Et si on est convaincu, eh bien on va mettre à disposition tous les moyens du groupe pour l'aider à prototyper ou à développer un business plan ou à se tester. Et puis si on pense que c'est une bonne idée, on va la créer au sein de l'écosystème du groupe. Voilà. Et c'est quelque chose que vous aviez, une conviction que vous aviez déjà quand vous avez créé cette entreprise, ou c'est arrivé parce que vous étiez à l'écoute de vos salariés? Alors, toutes les entreprises, les premières entreprises ont été créées essentiellement par moi au départ. Et puis là maintenant, l'idée c'est vraiment de basculer sur un autre processus qui est que puisse émerger du collectif des gens qui sont en disruption totale et qui vont sortir des idées un peu folles, qui vont être assez... qui vont être collés à notre ADN en fait, et qu'on va faire le pari de lancer tout ça.
Revenons à cette notion d'entreprise libérée dont nous parlions tantôt. C'est original chez Chronoflex. Il n'y a pas de chef. Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que c'est une entreprise libérée? Une entreprise libérée, on considère que c'est une organisation dans laquelle la majorité des collaborateurs va pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'ils jugent utile pour servir la vision de la boîte, ceci sans avoir besoin de référer à une validation de procédure ou à un chef. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire, grosso modo, avoir plus de 50% des gens qui sont engagés. Est-ce que c'était parce qu'on ne voulait pas avoir de chef ou parce qu'on voulait être plus efficace? C'est deux choses très différentes. Donc ça, c'est la première chose. Alors, comment ça se traduit maintenant? En fait, aujourd'hui, il y a deux types d'entreprises. Il y a ce que MacGregor appelle les entreprises X, c'est pyramidal, avec un chef ou un groupe de gars qui décident, et qui fait appliquer à tout le monde. Bon. Dans ces organisations X, eh bien, on considère que les gens n'aiment pas travailler. Et comme ils n'aiment pas travailler, on va leur dire ce qu'il faut faire. Ah oui. On va leur mettre des politiques de carotte et de bâton. Tu as bien fait le boulot, une petite carotte. Tu n'as pas bien fait le ballon, un coup de bâton. Et puis on va le contrôler à tous les étages. Bon. Nous, on est plutôt dans une philosophie où aujourd'hui on pense que les gens aiment bien travailler. La seule chose, c'est que pour qu'ils aiment bien travailler, il faut deux choses. Réunir deux choses. Un, créer un environnement dans lequel ils vont prendre du plaisir. Et deux, les laisser faire. Les laisser faire le maximum de choses pour qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent s'épanouir dans leur job. Voilà. Et si on veut le symboliser, en fait, ça serait plutôt comme une pyramide plate et inversée. Plate parce qu'il y a peu de niveaux hiérarchiques dans nos entreprises, et inversée parce que clairement les gens qui sont les plus importants dans nos organisations sont ceux qui créent la richesse, ceux qui font le job. Voilà. La preuve, je peux vous la donner tout de suite. Si dans nos entreprises, prenons l'exemple de Chronoflex, si Chronoflex, les techniciens arrêtent de travailler pendant 2 jours, juste 2 jours, la boîte, elle est morte. Si moi je ne suis pas là pendant 1 an, vous avez fait l'expérience d'ailleurs. Je peux vous le dire, je peux vous le prouver. D'accord, oui. Et la boîte, elle marche très très bien. D'accord. Donc je ne suis pas du tout indispensable à l'entreprise, alors que eux le sont. Qui est le plus important? Vous avez donc, vous vous êtes attelé à aller remettre la création de valeur et tous les processus qui peuvent créer la valeur vers les opérationnels, finalement. Je peux vous dire très concrètement comment ça se passe. Il va être très très concret. La première chose, c'est que la confiance est au cœur du système. Ça se manifeste de la manière suivante. L'information n'est plus un enjeu de pouvoir chez nous. L'information, elle est accessible à tous, toute l'information business. Deuxièmement, le principe du volontariat. Les gens sont là pour faire un boulot, mais au-delà de ce boulot, s'ils veulent participer à des groupes de décision, organiser la grand-messe, etc., il faut juste qu'ils aient envie de le faire. Troisième processus, passer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Pas remplacer le contrôle par du vide, mais par de l'autocontrôle. Des processus qui vont être comme à la Toyota, si on veut. Hein, d'accord ? Et puis le dernier point, c'est développer une culture de l'erreur. Et ça, c'est très compliqué dans des organisations en France, parce qu'aujourd'hui, on fuit l'erreur. On est tous... Oui, chacun s'arrange en réalité pour ne pas être coupable. Il ne s'agit pas d'aller Depuis qu'on est tout faire. petit, quand on fait nos dictées, on nous en tire tous les mots qui ne sont pas bien écrits et pas ceux qui sont bien écrits. Bon. Donc ça, c'est les principes. Et la concrétisation, c'est quoi ? Par exemple, le recrutement, chez nous, les personnes qui recrutent ne sont jamais les RH. Ce sont les gens qui accueillent. C'est l'équipe qui accueille qui va recruter. Il faut qu'ils soient d'accord à l'unanimité. Alors bien sûr, les RH sont là un support pour les aider à monter en compétences. Ils font plein de choses. Mais c'est plus eux qui ont le pouvoir de décision. D'accord. Deuxième élément. Les chefs d'équipe, ce que nous on appelle les capitaines chez Chronoflex, ne sont plus nommés par nous, mais sont cooptés par la base. C'est-à-dire que c'est chaque équipe qui va choisir son capitaine parmi ses pairs quel est celui qui devient le chef de l'équipe, le leader de l'équipe. Troisième point, les décisions. Les décisions sont prises en collectif. En collectif. Il y a 2 processus, soit c'est l'assemblée des capitaines. Est-ce que ça n'est pas le risque, ça n'entraîne pas un risque de grand bordel et de sorte de consensus mou finalement? Merci de cette question. Donc, je vais expliquer les 2 processus. Le premier processus, c'est l'assemblée des capitaines qui se réunissent toutes les 6 à 8 semaines et qui vont décider toutes les décisions business. Est-ce qu'on augmente les prix? Est-ce qu'on les baisse? Est-ce qu'on refond une chaîne d'information? C'est eux qui décident tout ça. Et puis pour les dossiers qui sont... Donc ça gère les temps courts. Pour ce qui est les dossiers plus compliqués, par exemple, il faut renégocier le contrat de téléphonie mobile ou acheter les nouveaux véhicules pour l'année prochaine, et bien dans ce cas-là, on va proposer le sujet, il y a une quinzaine de volontaires qui vont se rassembler, on va les envoyer voir les anciens pour qu'ils comprennent pourquoi la décision actuelle a été prise, et puis après, ils vont prendre la décision qu'ils veulent. Mais la décision qu'ils veulent pour servir la vision de la boîte. On en revient toujours à cette clé de voûte qui est la vision, le rêve partagé. Et une fois que c'est fait, si le budget engagé est inférieur ou égal à l'année précédente, ils font ce qu'ils veulent. Si le budget est supérieur, il y a un de nous 3, on est 3 animés de groupe, un de nous 3 participera à cette décision-là. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on arrive au consensus ou pas? Franchement, la réalité des choses fait que non.
Tout simplement parce que on n'est pas 300 à décider chaque année sujet. Hein. Si on était 300, ça serait long et compliqué. Là, on a des groupes d'une quinzaine de personnes. Et puis la deuxième chose, c'est comme on l'évoquait tout à l'heure, on a des mécanismes qui permettent la disruption. C'est-à-dire que si quelqu'un veut sortir de son sens pour dire moi j'ai une idée qui est différente, personne, okay. Mais moi j'y crois. Oui. Mais s'il arrive à convaincre un minimum de personnes, il va pouvoir la lancer. Il peut sortir. Voilà. Sans que cela ne lui coûte grief et autres reproches. Juste une dernière question et je reviens à vous, Monsieur Fournier. J'entends dire, oui, mais ce fonctionnement chez Chronoflex confine finalement à des comportements sectaires. C'est-à-dire on pense comme ça chez Chronoflex, mais quand on franchit la porte de Chronoflex, le monde extérieur, lui, ne pense pas comme ça. Donc du coup, il y a une culture un petit peu de entre nous. Nous sommes différents entre nous et finalement, on se sent bien. Un comportement, ça n'est pas une insulte, qui peut confiner à la secte. Alors en fait, si on prend les mécanismes sectaires... C'est un reproche que j'ai entendu. Hein. Ouais, vous savez, moi, je me bats, les gens disent des choses, je vous les rapporte. Je vois bien votre mauvaise langue. En fait, le mécanisme sectaire, il va atteindre la dimension personnelle. On va essayer de manipuler la personne dans son intégrité intime. C'est pas du tout le cas. Là, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je pense par contre qu'on a atteint un point de bascule. Je pense que les organisations pyramidales, juste rappelons-le, à l'échelle de l'humanité, ça a 150 ans. C'est né avec la première et la seconde révolution industrielle. Oui. Est-ce que c'est un truc qui a 3000 ans? Non, pas du tout. Ou 30 000 ans? Non. Et ces modèles-là ne perdureront pas. Et j'en suis convaincu aujourd'hui. Et je pense même qu'on va assister, notre génération, on va assister à cette bascule. Le modèle dominant a été l'organisation pyramidale par le passé. Demain, ça sera le modèle Y, c'est-à-dire le modèle où la confiance sera au cœur du système. J'en suis intimement convaincu et je suis convaincu que ça sera de notre vivant. On va vivre ça dans les prochaines années. Et l'épreuve, c'est que regardez juste, et on va parler le numérique a apporté cette dimension déjà de la pyramide inversée en horizontalisant le... Ouais, le numérique est un formidable outil pour ça, parce que dans des organisations comme les nôtres, on partage l'information, non pas sous forme de mail, de top-down, mais de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'horizontal. Hein. Ça va vite. Exactement. Donc c'est un des outils pour ça. Mais clairement, si vous voyez l'ensemble des entreprises qui sont en train de se poser la question et de changer leur vision de l'entreprise, on peut en citer quelques-uns, et c'est officiel. Michelin, Kiabi, Decathlon, pour ne citer que quelques-unes, la Maïf s'engage. Enfin, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de s'engager sur un processus comme ça. C'est qu'ils ont bien compris que notre système, il était à bout de souffle. Hein, je vous rappelle juste un chiffre, l'étude Gallup. En France, aujourd'hui, le nombre de salariés engagés, c'est 9%. Un système qui conduit à 9% de salariés engagés dans un syndicat à 100 ans. Non, engagés dans la boîte, c'est-à-dire qui prennent du plaisir, qui créent de la richesse, 9%, etc. Oui. 9%, activement désengagés, 26%, et 65% de gens qui sont, qu'on appelle les engagés, c'est-à-dire les gens qui viennent pour ne faire juste ce qu'on leur dit, pas un peu plus. Donc est-ce qu'un système qui amène à 9% de salariés engagés est un système qui est au succès? J'en crois pas un mot, et je pense qu'il ne peut pas tenir. Je me tourne vers vous. On vient de passer 5 minutes, oui, voilà, d'analyse et même de remise pas en cause, mais de confrontation, hein, de modèle, de management justement. Vous parliez du management tout à l'heure comme étant un élément important dans vos politiques d'investissement. Vous vous retrouvez face à un manager comme Monsieur Gérard. Comment réagit votre fonds d'investissement? Vous ne le connaissez pas, ce n'est pas votre ami, vous le découvrez ex nihilo, vous le suivez? Encore une fois, ce qui compte, c'est l'entreprise, son développement, son potentiel de développement, la création de valeur qu'il y a derrière. Le mode de management, à la limite, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est comprendre le business model et comprendre si le manager et l'équipe de management sont capables d'amener l'entreprise de niveau A à un niveau A plus 20%, plus 30%, plus 40%. D'accord, vous, c'est quoi le fonds? C'est pas 15%? Parce que les fonds, c'est à 15%, je ne viens pas. C'est 15, 20? Non, mais je me fais l'écho de... Non, le fonds, il doit... Des mauvaises langues. Ils disent les fonds, si vous leur promettez pas 15%, ils ne viennent pas. C'est vrai? Oui et non, il faut reconnaître que le fonds d'investissement, il est là pour gagner de l'argent. Je veux dire, c'est clairement établi, c'est un fait, mais il est là aussi pour aider l'entreprise à se développer beaucoup plus rapidement que ce qu'elle aurait pu faire toute seule. D'accord. Mais et peut-être justement à, c'est vrai que 15%, c'est un chiffre qu'on entend et souvent, apporter, permettez-moi cette image, l'accravage qui peut heurter les sensibilités. Est-ce que vous changeriez votre management parce qu'un fonds d'investissement vous promet 100, 200, 300 millions, monsieur Alexandre Gérard? Non? Jamais.
Je ne pense pas que ce soit le but. Le fonds d'investissement, il ne voudra surtout pas casser un système qui fonctionne. Son intérêt à lui, c'est... Le fonds d'investissement, il n'intervient pas dans le management. Jamais. Enfin, très rarement. Son but, c'est d'accompagner. Et c'est surtout pas de contrôler. Il n'a pas les compétences pour. Et ils le reconnaissent d'ailleurs. Le but du fonds d'investissement, c'est vraiment d'aider les entreprises. Mais on connaît de nombreuses entreprises dans lesquelles les fonds sont arrivés, le fonds d'investissement s'entend, et qui au bout de 3-4 années ont vu partir leur PDG parce que trop culture familiale, parce que trop gentil. C'est une réalité qui existe. Trop gentil, je ne sais pas. Le PDG qui est démis de ses fonctions par un fonds d'investissement, c'est tout simplement qu'il n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Le fonds d'investissement, encore une fois, il mesure, il suit la progression de l'entreprise. Si celle-ci n'est pas dans l'objectif qui s'était fixé, à un moment donné, peut-être qu'il peut décider de changer le manager. Monsieur, vous souhaitez réagir? En fait, je pense qu'on a, on a des fonds d'investissement aujourd'hui qui fonctionnent avec une logique de retour sur investissement à court terme. Globalement, la majorité sont à peu près comme ça. Et je pense que demain, va se multiplier, il y en a quelques-uns, assez peu, mais va se multiplier une catégorie de fonds d'investissement qui vont plutôt privilégier le long terme. Et parce qu'on voit toutes les entreprises qui fonctionnent sur des processus libérés, quasiment toutes, ont des ratios de performance qui sont dans leur marché extrêmement supérieurs. Donc je pense que comme ils ne sont pas ennemis de leurs intérêts, les fonds, voilà, ils vont s'adapter. Donc je pense qu'ils vont s'adapter pour certains et qui changeront leur logique plutôt que de chercher du reporting tous les mois à 70 pages et un TRI de 15 à 3 ans. Ils vont plutôt, certains je pense, vont plutôt prendre conscience de ça et adapteront leur process. Je reviens C'est déjà le cas d'ailleurs. Je reviens à ce que nous évoquions tantôt, la situation économique actuelle. Le pétrole baisse d'un côté, ce qui permet à certaines entreprises de gagner un peu d'argent sur le coût, le post-énergie, pour celles qui utilisent beaucoup d'énergie dans la création de valeur et dans leur travail au quotidien. Et d'un autre côté, on a l'injection d'argent par la BCE qui crée une arrivée comme ça de billets qui nous tombent sur la tête, pour reprendre une image un peu d'économiste, et avec le risque de créer... Enfin, le risque, c'est calculer tout ça, de générer une inflation, de rendre un peu plus compétitive dans la baisse de l'euro qui nous situe tout de suite un peu plus en compétition, en meilleure posture face au dollar. Quels sont donc les fonds d'investissement, les analyses que vous faites aujourd'hui? Vous incitez les entrepreneurs à tenter, à créer, à ouvrir de nouveaux marchés? La vision aujourd'hui, c'est que les signes sont plutôt positifs. Vous venez de le mentionner, et qu'on trouve chez certains chefs d'entreprise une vision un peu plus optimiste de l'avenir que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et ça, c'est bon signe, parce que la croissance, elle ne viendra que s'il y a la confiance. Le seul handicap aujourd'hui que nous voyons, c'est quand même la courbe du chômage qui ne cesse de s'aggraver. Et tant qu'on sera dans ces conditions-là, la confiance des consommateurs et la reprise de la consommation, elle ne sera pas là. Depuis le début de l'année, sur toutes les entreprises qui sont dans le secteur de la consommation, c'est extrêmement difficile. Toutes les entreprises qui sont dans le domaine du secteur public, c'est aussi très difficile. Donc on est dans une situation compliquée aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui empêche aux entreprises d'investir, puisque les fonds semblent plutôt être un peu plus détendus aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la confiance, tout simplement. C'est une histoire qui dure depuis 2008 maintenant. Oui, les gens veulent... Les gens ont peur. Les gens ont peur, vous avez peur, les consommateurs ont peur. Pourquoi je vais investir? Je ne sais pas, j'hésite, je n'investis pas. Voilà. Et c'est vrai que les signes que vous avez soulignés peuvent permettre de recréer cette confiance-là. Donc je rencontre aujourd'hui, moi, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus optimistes sur l'année 2015 que ce qu'ils étaient en 14 ou en 13. Et c'est la première fois depuis 2008, je ne sais pas si tu partages cette expérience, que je rencontre des gens qui se disent demain il va y avoir de la croissance. Aujourd'hui c'est dur, mais je crois que demain ça va revenir. Alors puisque vous êtes d'accord, nous allons nous atteler, l'émission court à son terme, à créer... On reste là. Vous... non, ça ne va pas se terminer comme ça, on reste ici. Je vous ai dit 2h30 en général quand il est à l'intérieur. Nous allons nous atteler à vous rendre définitivement pas d'accord autour d'une séquence qui fait le plaisir de ceux qui suivent cette émission, qui s'appelle Le Clash. Alors le Clash, c'est très très simple. Nous n'avons pas de Bible, je me sers de mes deux mains. Je vous prie, je vais vous demander, monsieur, de poser une main ici et une autre là.
Et monsieur Alexandre Gérard, vous allez jurer de dire du mal de monsieur Fournier. Levez la main gauche et dites Je le jure. J'ai vu. J'ai vu votre petit geste, mais ce sera retenu contre vous le jour du jugement dernier. C'est certain. Monsieur Fournier, je le jure bien volontiers. Levez bien. Je le jure bien. Vous direz. Alors, vous avez levé de manière franche, définitive et rectiligne. C'est à vous, dites du mal de monsieur écoutez, Alexandre Gérard. moi j'ai noté que monsieur Alexandre Gérard, il n'a pas répondu à votre question. Non. Tout à l'heure, vous avez parlé de secte dans son entreprise et il a évacué la question. et s'il a évacué la question, c'est que ça le gêne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne tire pas de conclusion, mais je remarque simplement. Il n'a pas répondu. Ah, monsieur Alexandre Gérard, c'est à vous de... J'ai été percé à jour. Voilà. Effectivement, quand c'est une secte. C'est une secte, mais je ne voulais pas le dire. Non, moi, je voudrais balancer sur Thierry parce qu'il faut que vous sachiez un truc, c'est que en fait, il lit très mal les comptes d'exploitation. Il parle d'entreprise libérée toute la journée, c'est sa passion. Oui. Mais voilà, et c'est devenu insupportable. On en a plein le dos pendant les conseils, il ne nous parle que de ça. Merci messieurs de vous être prêtés au jeu des questions-réponses et cet échange fut très instructif pour moi et ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Journal du Forage et à très bientôt pour de nouvelles éditions.